lorsque on exerce, si vous voulez, sa fonction de chef d'entreprise comme je l'entends, on n'a pas l'impression d'exercer un pouvoir, on n'a pas l'impression, si vous voulez, de mettre les gens en garde à vous, on n'a pas l'impression de... on n'a pas la véritable impression de commander. Parce que d'abord, le commandement c'est très rare, le commandement c'est presque toujours par exception. C'est un commandement qui se fait quand on voit que des gens s'engouffrent dans une mauvaise voie. On commande très peu. Évidemment, dans une petite entreprise, je veux bien croire ou même dans un atelier d'une grande entreprise, le contremaître, si vous voulez, doit vraisemblablement exercer le pouvoir d'une manière, je dirais, plus directe. Parce que dans une petite entreprise ou dans un atelier, le commandement s'exerce en quelque sorte à la voix. C'est comme les compagnons qui sont sur un chantier, on leur dit, dis donc, toi, va chercher le sac de ciment, attention, il y a du danger, fais attention à l'échelle, etc., etc. Dans un chantier de construction, le chef d'atelier ou le chef d'un magasin dira, dis donc, vos piles sont mal rangées, il exerce dans ce type de commandement, je dirais que l'on exerce un commandement à la voix. C'est un peu comme le capitaine d'un petit bateau qui prend son porte-voix et puis qui commande les manœuvres. Mais dans une affaire importante, ça n'arrive presque jamais, si vous voulez, que l'on ait un commandement qui revête l'allure, le pouvoir ne revêt jamais l'allure d'un commandement autoritaire, c'est pas ça du tout. Je n'aime pas que l'on oppose la marge de décision très courte d'un balayeur et la marge de décision importante d'un patron. Je ne crains pas de dire que si le balayeur est à sa place et si le patron est à la sienne, ça demande autant d'efforts pour le balayeur de bien faire son travail que pour le patron de bien faire le sien. La différence, c'est qu'ils ont un potentiel de base et des connaissances de base qui sont parfaitement différents, mais sur le plan de l'expression de l'homme et sur le plan des efforts à faire, pour un homme qui est balayeur et qui veut bien faire son métier, c'est tout aussi difficile que pour n'importe quel patron ou homme important pour bien faire le sien. Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas de différence de nature dans la responsabilité entre la responsabilité du balayeur qui fait bien son travail et la responsabilité du patron qui fait bien le sien. Je pense qu'il s'agit de deux hommes qui sentent une mission et s'ils veulent bien la faire, compte tenu de leurs moyens qui sont différents bien entendu, eh bien ça demande le même effort pour bien le faire. En supposant qu'il y ait une différence entre une société de droite, entre guillemets, et une société de gauche, entre guillemets, si je me réfère à la terminologie dominante aujourd'hui, moi il me semble certain que à partir du moment où on est dans une société de droite, entre guillemets, ce qui est le cas aujourd'hui pour rester toujours fidèle à cette terminologie, il n'y a pas de différence entre un patron de droite et un patron de gauche. Parce qu'un patron dans une société telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas être concrètement en tant que patron, ne peut pas s'écarter tellement en tant que patron d'un comportement moyen qui est valable à peu près pour tous. Car si on fait ce métier, on est bien tenu de le faire dans les règles du jeu fixées par l'environnement général et l'environnement interne de la société, et que ces règles du jeu, il n'y a pas 36 manières de les jouer, il n'y en a qu'une, c'est comme le jeu de bridge, il n'y a qu'une seule règle du jeu de bridge, vous jouez bien, vous jouez mal, mais vous jouez toujours la même règle.
Il y a des siècles que les hommes rêvent d'une planète homogène, de la suppression des frontières. Mais assez curieusement, du jour où cette suppression des frontières a lieu à l'échelle des compagnies, des sociétés, de l'industrie, tout le monde s'affole en voyant apparaître un pouvoir tentaculaire, inquiétant, supranational. Premièrement, il y a un certain nombre de multinationales. Il n'y a pas un club des multinationales, il n'y a pas un directoire des multinationales. Elles opèrent chacune pour leur compte, et très souvent, elles opèrent d'une manière concurrente. Elles se battent entre elles. J'y reviendrai dans un instant. Mais en tout cas, si puissante soit une multinationale, sa puissance réelle est toujours et sera toujours limitée par la souveraineté des États. Un État, si petit soit-il, a le moyen de légiférer, a le moyen de freiner ou de stopper même la prolifération ou la prise de pouvoir indue des multinationales. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Je pense aux républiques bananières du Centre-Amérique. On a pu dire, je pense que c'est vrai, je n'ai pas les moyens de le vérifier, on a pu dire à un moment qu'elles étaient effectivement dirigées, contrôlées par la United Fruit. Mais prenons cela pour une exception, regardons les pays qui sont proches de nous, que ce soit la France ou la Hollande, ou la Belgique ou même le Luxembourg. Ces pays-là ont tous les moyens à leur disposition, s'ils le veulent, et quel que soit leur régime, pour empêcher telle multinationale d'opérer dans le pays d'une manière qui soit contraire aux intérêts du pays. Quant à l'éventuelle collusion des multinationales qui constituerait un énorme directoire planétaire mettant la Terre sous sa puissance, j'ai dit tout à l'heure que très souvent elles étaient concurrentes, mais ça c'est une forme un peu, comment dirais-je, juridique. Effectivement, tout en étant concurrentes, les multinationales agissent d'une manière parallèle. Et non pas du tout parce que, par un téléphone rouge qu'elles auraient entre elles, comme les super grands, elles se donneraient les bons renseignements. Mon cher, si vous voulez éviter la taxe en Suède, faites telle et telle chose. Mais simplement parce que, étant de poids à peu près égal, étant dirigées par des états-majors, et là, un mot sur les patrons, il n'y a pas une seule multinationale qui soit possédée par un homme. Elles ont en général des centaines de milliers, sinon des millions de propriétaires qui sont leurs actionnaires. Chaque multinationale a un état-major, finalement, sorti des mêmes écoles que l'état-major de la voisine, formé aux mêmes disciplines, pensant à peu près les mêmes choses, de telle manière que les mêmes événements produisent à peu près les mêmes réactions dans chacune des multinationales.